Bonsoir fidèles téléspectateurs de Label Télévision, la chaîne panafricaine et internationale aussi. Sur nos Label TV, la chaîne au cœur du Sénégal, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à travers Tête à Tête, cette tribune qui laisse toujours la place et la parole au public aussi large qu'il soit. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Madame Marième Selikane, une grande journaliste. Son visage ne vous est peut-être pas méconnu, en tout cas dans l'audiovisuel sénégalais. Elle se lance en politique. Alors, nous allons ensemble décrypter l'actualité politique au Sénégal, également les prochaines élections législatives. Marième Selikane, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Label Télévision et sous nos Label TV. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Plaisir partagé. C'est jamais facile d'interroger une grande journaliste. Mais non, j'ai trouvé aussi des grandes journalistes ici, filles de grands journalistes aussi qui ont été nos maîtres, qui nous ont accompagnés dans nos années d'études et puis aussi dans nos premières années de journalisme. Donc c'est vraiment qu'on est chez nous et on a plaisir à être ici. Le plaisir est partagé. Alors pourquoi avez-vous décidé de vous lancer en politique? Alors, pourquoi j'ai décidé de me lancer en politique? Donc, je réponds de 32 ans d'années de présence à la télévision et dans les médias audiovisuels en général, que ça soit ici au Sénégal et aussi un peu en Afrique. Donc, vous savez, comme on le dit d'habitude, hein, le journalisme mène à tout. Or, ce qui arrive, c'est qu'au bout de ces 30 années, nous avons regardé surtout la sphère politique sénégalaise, le paysage politique sénégalais. Et nous avons l'impression que c'est des redondances, du surplace. Nous changeons effectivement le personnel politique et les acteurs, mais en réalité, dans le fond, les choses ne changent pas. Mais ce qui m'a motivé le plus, c'est aussi un peu la cause des femmes. Je suis une femme, nous sommes majoritaires dans ce pays et nous ne sommes pas visibles. Nous ne sommes pas assez écoutés, nous ne sommes pas assez promus. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui manquait des actrices politiques dans la sphère. Et des personnes comme moi, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, devraient pouvoir quand même jouer un rôle au niveau des instances de décision comme l'Assemblée nationale. Alors, comment évaluez-vous la situation politique actuelle, en particulier avec les tensions entre l'opposition et le pouvoir, et surtout, quel regard portez-vous sur le nouveau gouvernement? Alors, ce qui arrive, c'est que aujourd'hui au Sénégal, nous ne pouvons pas parler de recul de démocratie. J'entends beaucoup de gens le dire, mais tout ça, ça fait partie de la vie de la démocratie. Ça n'est pas un recul, il ne faut pas le considérer comme ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut réaménager, il faut réajuster, il faut avoir le sens des priorités aussi. Au Sénégal, malheureusement, nous avons un peu le don de mettre en priorité des invectives, des problèmes personnels, des problèmes d'ego, ce qui n'est pas vraiment le souci du grand public et surtout de la masse silencieuse qui est là, qui ne sait plus à quel sein se vouer, parce que nous avons quand même eu 2 alternances, nous avons eu ce changement majeur le 24 mars passé, et les gens continuent de se plaindre. Les jeunes continuent de prendre la pirogue pour partir et de mourir en mer. Il y a autant de disparités dans nos territoires et dans nos terroirs. Aujourd'hui, la cause des femmes, comme je vous ai dit, regardez combien de femmes se sont battues pour que le PASTEF arrive au pouvoir. In fine, qu'est-ce que nous avons gagné? Très peu de femmes dans le gouvernement. Aujourd'hui, grâce à l'Assemblée nationale, il y aura bien sûr la parité parce que c'est un homme, une femme, un homme, une femme. Mais quel genre de femme? Quelle qualité de femme? Et elles vont parler pour qui? Parce que moi, ce que j'ai toujours fustigé avec la présence des femmes à l'Assemblée, c'est qu'elles venaient là-bas nous dire « je suis la députée de tel ». Je suis derrière tel groupe parlementaire, je m'aligne. Alors on n'entend pas beaucoup la cause des femmes, on n'entend pas beaucoup les préoccupations des femmes être portées par nos députés. Donc comment on évalue la situation politique? Moi, en tout cas, je ne donnerai pas de qualificatif, mais je sais de quoi on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est de la stabilité et de la paix. Il faut qu'on arrête de s'invectiver, de se chamailler, de payer des unes à la presse pour jeter l'opprobre sur les gens. Ce qu'on doit faire, c'est apaiser.
la tension politique et essayer d'aller vers l'essentiel. Et ça, c'est autant la responsabilité de l'opposition qu'on connaît que du pouvoir. Maintenant, nous sommes jetés en politique et c'est pour ça que nous avons choisi d'y aller en indépendant, d'y aller avec une voie alternative, d'y aller avec une voie du centre, parce que nous ne voulons être ni d'un côté ni d'un autre. Je n'oublierai jamais que lors de la dernière législature, il a suffi d'un seul député pour faire basculer la majorité d'un côté. Donc aujourd'hui, à mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà apaiser les tensions. On va vers des législatives avec un temps très court, avec des délais très shorts. Ce qu'il faudrait faire, c'est essayer d'évaluer les deux grands blocs qui sont là et savoir qu'est-ce qu'on gagne à aller avec un bloc ou avec un autre bloc. Le bloc des Macky Sall, je veux dire Amadou Ba et tout ça, sincèrement, c'est eux qui étaient là pendant 12 ans. On les a vus à l'œuvre, on les a revus à l'œuvre. Aujourd'hui, je ne sais pas. Au bout de seulement 5 ou 6 mois de changement, qu'est-ce que des Sénégalais gagneraient à retourner avec des gens comme ça? Sincèrement, je ne le vois pas. Maintenant, il reste le bloc du pouvoir, c'est-à-dire Yewwi, mais disons pas Steph, parce qu'ils ont voulu y aller seuls. Sincèrement, moi, j'ai la peur de la majorité mécanique au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne conseillerais à aucun Sénégalais de donner encore une majorité mécanique, c'est-à-dire une majorité écrasante, absolue, à ces nouveaux arrivants. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains. Quand on nous donne un peu, on prend tout. Une cohabitation peut-être? Je n'irai pas jusqu'à la cohabitation parce que ça peut être difficile, ça peut être compliqué, parce que nous n'avons pas cette habitude-là et je ne sais pas s'ils font la cohabitation. Mais ça se pourrait, hein. Nous, de la coalition Dundu, en tout cas, si on prenait notre leader, Mohamedou Madane Kane, qui est un banquier, qui est un ancien de la BID, qui a fait ses humanités ici au Sénégal, mais aux États-Unis, partout, qui est un garçon, mais vraiment smart, intelligent et qui en veut pour son pays. Si on le prenait comme Premier ministre, je dirais ok, ça ce serait une très très bonne cohabitation parce que il faut choisir des leaders qui aiment leur pays. Il faut choisir avant tout des leaders qui ont conscience des besoins de leur pays. Des leaders qui sont près de la population, qui jouent la proximité, qui essayent de descendre à la base pour comprendre ce que les populations sont en train de vivre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas honnêtement, si on est honnête intellectuellement, évaluer très bien le pouvoir du PASTEF parce que c'est encore trop tôt. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des actes posés. Et les actes posés ne sont pas c'est rassurant pour l'instant, pas trop. Pour moi, je parlerai pour moi. Pour moi, ça n'est pas très rassurant parce que si vous venez, vous attaquez les ambulants, je veux dire, vous les déplacez au nom du cadre de vie, assainir le cadre de vie, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que vous posez à côté? J'accorde moi beaucoup de crédit à la pédagogie. Dans la vie, il faut savoir faire les choses. Même n'importe qui, il faut savoir la prendre par la main et l'amener tout doucement là où on veut l'amener. Donc je pensais qu'on allait avoir une période de transition où on allait faire du training, où on allait apprendre aux gens. Est-ce qu'on a le temps d'apprendre aux gens et de justement de les préparer à tout ça? Bien entendu, c'est vrai que le caractère du Sénégalais. On se donne le temps et surtout on le fait avec ceux qui veulent le faire. Parce qu'aussi, on est au Sénégal, hein, on est dans un pays où les gens sont très vindicatifs, où les gens sont un peu indisciplinés, où les gens ne veulent pas, ils n'ont pas été habitués à l'ordre. J'ai même entendu des gens dire « Ah non, non, il faut que les militaires viennent. » Non, surtout pas les militaires. Restez là-bas et laissez-nous faire. Il faut que on essaie de leur apprendre ce que ça va changer dans leur cadre de vie. Voilà, si on les déplace un peu, mais si on les recase ailleurs. Hein? Les taximans, pareil. On essaie de leur parler, on discute avec eux, on leur apprend ce que ça changerait dans leur vécu, dans leur revenu, dans tout ça. Les entreprises, pareil. Nous autres de la presse, on a quand même subi un gros, je veux dire, coup de fouet avec les impôts. Et pourtant,
personne ne refuse de payer les impôts. Mais il faut savoir comment le faire. Il y avait d'autres méthodes. Il y avait des moratoires. Il y avait des échanges et rencontres et échanges à faire. Il y avait un peu de wartan à faire entre nous, de concertation. Mais tout ça n'a pas été fait. On a l'impression qu'à un moment donné, on veut nous faire taire. Et ça, c'est quand même brutal, agressif et violent. C'est pour ça que moi, je dis, ok, vous avez le pouvoir, mais je ne vous donnerai pas la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale parce que j'ai peur que vous soyez en train de nous mener là où on ne veut pas qu'on nous mène. Donc il faut des voies alternatives, il faut des gens qui soient là, debout, des sentinelles, qui puissent leur dire, écoutez, quand c'est bon, on vote pour vous, on vous renforce, mais quand on trouve que ce n'est pas bon ou que ça paraît un peu bizarre, ben on renforce l'autre camp pour que vous soyez en minorité. Vous parlez tout de suite des préoccupations des femmes. Pouvez nous en citer quelques-unes en plus? Alors, moi, je n'ai pas choisi la facilité quand je me suis engagée en politique parce que j'ai voulu être tête de liste dans un département. Je suis allée à Matam, ça me permet d'avoir une base politique, ça me permet d'être proche de mes parents, de mes amis et des gens qui me connaissent. Ça me permet aussi de renforcer la coalition Doundou. Alors, et je sais que le Fouta est une région parmi les régions du Sénégal. Les problèmes du Fouta sont les problèmes de tout le Sénégal. Donc si je vous parle des problèmes des femmes au Fouta, vous verrez que ce sont les mêmes problèmes qu'on va retrouver à Kaffrine, qu'on va retrouver à Bignona, qu'on va retrouver à Tambacounda ou bien à Kédougou. Les femmes n'ont pas accès à la terre. Aujourd'hui, si elles veulent, cultiver, il faut qu'elles louent la terre ou bien alors qu'elles partagent avec les hommes, qu'elles travaillent pour les hommes, qui les rémunèrent, mais un tout petit peu. J'ai même entendu dire que dans ma zone là-bas à Dabia, il y a un grand bonnet là, un gros bonnet qui a des hectares et des hectares de terre, mais qui ne donne que genre 2000 francs ou 1500 francs par journée de travail aux bonnes femmes. Wow. Alors, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun, je veux dire, c'est quelle lutte contre la pauvreté? C'est juste dire, voilà, je vous ai aidé à trouver du boulot, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 1500 francs par jour, une journée entière de travail? Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les femmes, donc, n'ont pas accès à la terre. Les femmes, elles sont quand même conscientes que c'est elles qui doivent gérer les maisons. Elles sont conscientes des problèmes du foyer. Il faut qu'elles donnent à manger aux enfants. Que les époux aient les moyens et qu'ils n'aient pas les moyens, c'est la responsabilité des femmes d'aller chercher. Moi, je dis qu'aujourd'hui, quand on responsabilise des femmes, on responsabilise des mères de famille. On responsabilise des jeunes filles et des jeunes femmes qui sont conscientes de leur rôle. Elles tiennent les maisons, elles tiennent les quartiers, elles tiennent les localités. Et donc, forcément, elles peuvent tenir. Voilà, exactement. Elles sont près des enfants. Aujourd'hui, quand les enfants les jeunes prennent la pirogue ou bien la route de Nicaragua pour partir, ce sont des fils et des frères qui partent. Et souvent, ce sont leurs mères qui les aident même à partir. Parce qu'elles ont espoir que s'ils arrivent à destination, ils pourront en retour renvoyer quelque chose. Et si on perd un enfant, mais c'est dramatique. Quand on perd un fils ou un frère, c'est dramatique. Donc, ce qui arrive, elles sont conscientes de tous ces problèmes-là, mais elles n'ont pas beaucoup d'assistance. Elles n'ont pas de coaching, elles n'ont pas de formation qu'il faut, et elles n'ont pas les possibilités d'accès au crédit aussi. On dit que oui, voilà, les gouvernements, tous les gouvernements, mais tous les gouvernements qui passent vous disent des notifications de financement, mais on en a tellement vu. En tout cas, depuis que je suis au Sénégal, j'ai vu tous ces ministères de la femme venir avec des programmes de lutte contre la pauvreté et c'est des notifications qui parfois, il n'y a rien derrière. Les femmes, les groupements de promotion, je vous jure, les groupements de promotion féminine, il suffit de discuter avec elles, elles vont vous dire, on nous a promis 250 millions par-ci, 50 millions par-là, on ne voit rien. Et on ne voit rien. Parce que c'est quoi? C'est juste de la massification, de la clientèle politique qu'on réunit, on leur fait de belles promesses. Et aujourd'hui, peut-être, il n'y a que la DER même, peut-être, qui essaye, qui va au bout de ses actions et qui effectivement finance. Mais le fonds de l'entrepreneuriat féminin que je connaissais et les ministères de la femme que je connaissais, mais c'était du pipeau, hein, c'était rien du tout. Rien du tout.
Alors, votre parcours en tant que directrice à la RTS, vous avez donné une perspective unique sur la gestion de l'information. Comment comptez-vous l'utiliser justement pour influencer cet engagement politique? Comme je vous ai dit, le journalisme mène à tout. Ce que ça nous apporte, nous, ce métier, c'est d'avoir un bon cadre d'adresse, c'est d'être connu, d'être au cœur des problématiques de notre pays et de notre région, de savoir ce que les gens vivent parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec les populations, d'être proche de ces populations-là. Et donc, c'est quelque chose que nous devons capitaliser. C'est quelque chose que nous devons rendre aux populations. Moi, je crois que qui mieux qu'un journaliste ou une journaliste pour parler des problèmes au nom des populations, parce que nous les avons tellement interviewés, nous les avons tellement sollicités. Même les institutions aujourd'hui ont besoin d'avoir à côté d'elles des sachants en communication, des sachants, j'ai dit, pas des, comme on dit en Europe, des diables ou bien des sorciers. Non, nous n'avons pas besoin de grands sorciers. Nous avons besoin de gens qui sont conscients de l'authenticité de notre pays, des besoins de notre pays et qui leur souffle à l'oreille ce que les gens veulent entendre et ce que les gens attendent de ces institutions. Malheureusement, ça n'est pas fait assez, ça n'est pas fait de la bonne manière, jusqu'à présent en tout cas. Ce qu'on voit, ce sont des spin doctors qui sont là, qui sont dans des shadow cabinets, parfois ils vous parlent même en anglais pour faire genre, et après, in fine, la communication d'État ne marche pas, ne passe pas. Les gens ont des bonnes idées, ils ont des bonnes perspectives, mais ils n'arrivent pas à ce que les gens comprennent. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis très, très étonnée de voir que toute cette jeunesse, avec toute cette dynamique qui a porté le PASTEF au pouvoir, n'arrive pas à ils n'arrivent pas à restaurer l'espoir et la confiance. Les jeunes n'ont pas encore l'espoir qu'ils ont un avenir dans ce pays-là. Et ça, c'est un problème de communication. On ne peut pas tout faire en 5 mois, 6 mois, je suis d'accord. Mais quand même, on peut parler, et bien parler, et se faire entendre. Et ça n'est pas assez fait. Ça fait partie des défis majeurs, je dirais, peut-être que les médias sont confrontés. Et avec l'émergence aujourd'hui de ces réseaux sociaux, des montées justement de ces fake news, de la désinformation, de l'accès même à l'information, puisque le projet normalement de loi pour l'accès à l'information devrait être voté, de même que pour les lanceurs d'alerte. Alors, comment pensez-vous que ces médias traditionnels aujourd'hui devraient s'adapter et surtout à l'ère du numérique? Alors, les médias traditionnels n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Les médias traditionnels n'ont pas d'autre choix. Moi, quand j'étais à la RTS, parce que là, j'ai pris quand même une année sabbatique pour pouvoir me consacrer à ma politique, j'ai beaucoup milité pour qu'on ait une RTS digitale, qu'on ait une RTS sur les réseaux sociaux, qu'on soit dans la vitesse et pas dans la précipitation, mais qu'on soit dans la vitesse de ce que ça demande et surtout qu'on soit dans la liberté de ton de ce que ça demande. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous que nous, la façon dont on nous a appris le journalisme et la façon dont on le pratique, c'est complètement différent. Non seulement c'est différent, mais je dirais même que c'est un peu dépassé. Parce que si vous le faites comme tel, vous ne serez ni écouté ni regardé et vous ne serez pas suivi. Donc nous devons nous adapter. Et nous adapter, c'est surtout utiliser les bons supports. Maintenant, il ne s'agit pas aussi d'aller dans les fake news ou d'aller dans les... Non, ça n'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est garder la rigueur et l'orthodoxie que demande le métier, mais avoir les bons supports. Les bons supports, c'est être dans les réseaux sociaux, être dans les réseaux de contournement, être dans les, comment on dit ça, les shorts, c'est-à-dire les courts formats, parce que les gens n'ont pas le temps forcément d'écouter des grandes émissions d'une heure de temps de 52 minutes ou bien de 26. Il faut avoir une rédaction qui est formée comme ça, parce que le type d'écriture n'est pas pareil aussi. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous l'avons très bien compris et nous faisons même de la politique comme ça, en investissant les réseaux sociaux et en faisant, en mettant à contribution des community managers, des gens comme ça, parce qu'il faut savoir vendre son image, il faut faire du marketing politique, il faut parler aux jeunes, mais il faut les trouver
là où ils sont, c'est-à-dire sur les supports. Il faut les trouver dans les plateformes et des choses comme ça. Or, je trouve que nos médias traditionnels ne le font pas assez. Ils sont encore dans les formats tabloïds, ils sont dans les formats télévision, ils sont dans les formats grand écran. Et ça n'est pas quelque chose qui va les rendre assez attractifs, ou en tout cas au niveau des jeunes. Et quelle réforme, d'après vous, faudra-t-il pour renforcer justement l'indépendance et la qualité de nos médias? Alors, les réformes sont nombreuses. Moi, ici au Sénégal, je m'attaquerai en premier au cahier de charges. Il faudrait remettre tout à plat et savoir qui mérite d'avoir une télévision. Je parle de la télévision parce que c'est ce que je maîtrise. Voilà, c'est ce que je connais le plus. Qui mérite d'avoir une télévision et qui ne mérite pas d'avoir une télévision? Nous avons vu naître pendant toutes ces dernières années des télévisions en ligne, même aussi des télévisions hertziennes, mais je veux dire sans ligne éditoriale, sans savoir exactement quelle est la ligne éditoriale de ces médias-là. Ça, c'est un gros problème pour nous. Deuxièmement, il faut qu'on s'occupe du personnel des acteurs du monde des médias. Les gens qui écrivent pour nous, les pigistes, les journalistes, les recherchistes, il faut qu'on s'occupe de ces gens-là. Ils font partie de la chaîne de valeur. Il n'y a pas que les présentateurs vedettes qui sont devant l'écran, qui vendent l'image, qui vendent la maison, l'organe de presse. Il y a tout ce background-là. Ces techniciens et ces hommes de l'ombre qui font le métier. Parce que s'il n'y avait pas ces gens, il n'y aurait pas de télévision. On n'en serait pas là. Ça, je serais partie vers des regroupements professionnels. Les intermittents du spectacle, c'est un regroupement professionnel. Les techniciens technico-artistiques, c'est un monde professionnel. Je veux dire, les gens n'ont qu'à s'organiser. Du coup, les assises des médias, il y a eu un bon effet? On attend les conclusions. Moi, je n'ai pas eu la chance d'y participer parce que quand ils ont commencé, j'étais hors du Sénégal. Et après, quand je suis revenue, ils avaient déjà entamé le travail. Et chaque fois, je disais à mes collègues qui en étaient les initiateurs, on attend impatiemment les conclusions. Donc, j'avoue que je n'ai pas encore eu connaissance des conclusions. Je ne sais pas ce que les assises vont donner comme résultat, mais en tout cas, des besoins de réforme pour que les organes de presse soient des organes, mais fiables et stables, avec un financement pérenne, d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas du fonds de la presse là qu'on connaît là et qu'on distribue n'importe comment. Voilà, exactement. Ça, c'est important. Deuxièmement, le personnel. Le personnel. Les journalistes, les technico-artistiques, les gens qui nous aident, même les gens du logistique, on doit leur donner un statut. On doit leur donner un pouvoir qui fait qu'ils sont reconnus. Il y a une partie qui revient à ce personnel-là. Comme ça, ils sont motivés. On ne peut pas motiver les gens si on ne leur donne rien du tout. Alors, votre regard sur la jeunesse sénégalaise en particulier, son engagement en politique. La jeunesse sénégalaise aujourd'hui, elle me fait vraiment pitié, de la peine. De la peine. C'est le cas de le dire. Sincèrement, moi je ne peux pas imaginer de voir des Sénégalais qui prennent la mer, qui acceptent de se suicider parce qu'ils ont espoir qu'ils vont arriver de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'ils vont aller faire de l'autre côté? Ce qu'ils refusent peut-être de faire ici. Des vendanges. Ils vont aller sur les champs, les vignobles de l'Espagne et tout ça, ou de l'Italie et tout. Sincèrement, comment nous, Sénégalais, avec tous les cadres que nous avons, avec tous les sachants que nous avons, les intellectuels que nous avons, nous ne pouvons pas faire en sorte que notre jeunesse accepte d'attendre un peu ou bien accepte en tout cas de faire renaître l'espoir. C'est pour ça que moi au début quand je pensais aller seule en politique avec mon propre mouvement, je l'ai appelé Dekaliakar. Dekaliakar, c'est un truc wolof qui dit restaurer l'espoir. Parce que sincèrement, c'est le cas de la jeunesse sénégalaise qui me pose le plus problème. Or, il y a des solutions. Le président Sall avait commencé avec son système de bourse familiale qu'on donne tous les 3 mois et tout. Mais le problème ici, c'est que chaque fois qu'une bonne action est décidée il n'y a pas de continuité. Non, mais ça va surtout vers des clientèles politiques.
C'est ce qu'on voit. C'est comme le programme Réuni. Pourquoi pas les réadapter, créer des usines, je ne sais pas. Il y a des solutions. On a dit très bien que, par exemple, aujourd'hui, on peut très bien intéresser les jeunes à l'agriculture, parce que les DAC, les domaines agricoles communautaires, ça avait commencé, mais mettons-leur des lieux d'habitation et donnons-leur un petit SMIC, au moins quand ils travaillent, parce que on le base sur une bonne, on va faire une bonne campagne. Mais si la campagne, parce qu'il n'y a pas de pluie, parce qu'il n'y a pas de soleil, parce qu'il n'y a pas, la campagne n'est pas bonne, ils vont faire comment? C'est un problème. Donc aujourd'hui, essayons de les intéresser dans des secteurs, l'agriculture, la pêche et l'élevage, et même l'artisanat. L'artisanat, c'est tellement important. Et moi, quand je discutais la dernière fois avec des collègues, je leur disais, mais pourquoi on n'a pas des lycées professionnels au Sénégal? Pourquoi la formation, l'éducation et la formation de la jeunesse? Et j'ai raconté quelque chose de très drôle à mes trucs, parce que moi, mon neveu est venu me voir et puis il me dit, Tata, est-ce que tu sais que mes enfants, à l'école, on leur a demandé d'acheter Rémi et Ami, le manuel. Moi, j'ai étudié sur ce manuel. Maman a étudié sur ce manuel. Et je suppose même que grand-père a été mal connaître. Grand-père n'a pas étudié sur ce manuel. Mon grand-père, il a fait, je sais pas quoi, William Ponty. Peut-être à l'époque, c'était autre chose. Mais voilà. Même le matériel éducatif ne change pas. On nous redonne les mêmes systèmes, les mêmes curricula, les mêmes trucs, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, avoir le bac au Sénégal, ça ne rime à rien. Ça ne donne aucune perspective à ces jeunes-là. Pourquoi ne pas, à partir du BFM, faire des lycées professionnels, voir les aptitudes des jeunes, les orienter vers la mécanique, les orienter vers l'artisanat, comme tu dis, les orienter vers l'agriculture, les orienter. Moi, je suis allée à Paris suivre le salon de l'agriculture, et là, j'ai découvert les lycées agricoles. Qui étaient mais formidables. Et déjà à ce niveau, à ce stade, on a des pépites. On a même des jeunes. Technologie, innovation, ils sont beaucoup smart là-dessus. On les voit. Aujourd'hui, tout le monde le voit. Oui. On a l'intelligence artificielle qui aide. On a les smart, comme les imprimantes trucs qui sont là. On a tellement de supports. Parce qu'encore une fois, ce ne sont pas les supports qui vont faire le développement. C'est dans la tête. Mais il faut mettre quelque chose dans la tête et après pouvoir utiliser les supports. Et c'est ça l'innovation, c'est ça l'avancement, c'est ça le développement. Nous, on dirait qu'on refuse ce développement. Mais oui, on refuse absolument parce qu'on continue. Amène nos enfants à l'école, primaire, jardin, primaire, secondaire, aller jusqu'au bac et là on dit maintenant comment les orienter? L'université? Laisse tomber, c'est bondé. Les écoles professionnelles, après, ces jeunes sortent avec... Mais voyons, quand on vous dit que ceux qui prennent les pirogues pour partir, il y en a qui ont bac plus 6, bac plus 7. Mais comment on peut vivre dans un pays comme ça? Et chaque année, la classe politique revient, leur tient encore le même discours, ne leur tient pas un discours de vérité, n'essaie pas de porter des réformes qu'il faut pour que ça change et que ces jeunes puissent aller de l'avant. Donc aujourd'hui, sincèrement, les jeunes, on les utilise en politique comme de la clientèle. On a vu ce qui s'est passé. Il y en a beaucoup qui se sont fait tuer. Il y en a beaucoup qui se sont fait emprisonner. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes, ne voyant pas les promesses qu'on leur avait faites, ne voyant pas l'avenir rose devant eux, ils se sont dit, bon, maintenant, ça suffit. On s'est fait tuer, on s'est fait battre, on s'est fait truc. Maintenant, on va essayer de partir. Ou on part vers les États-Unis par la voie de Nicaragua, ou on part vers l'Europe par la voie de la mer, ou alors on prend le désert. Ça n'est pas productif. Tout ça, ils vont vers leur perte, alors qu'on en a besoin ici. Leur donnerez-vous? Non, on a besoin des jeunes ici. Quand vous allez dans ma zone là-bas au Fouta, tous les enfants, tous les jeunes sont partis. Ils sont tous partis. Mais aujourd'hui, même si on implante des usines, des entreprises, des sociétés, mais qui va travailler? Tous
les jeunes vaillants sont partis. Ils ont pris la voie de Nicaragua, passé par la Mauritanie. Ils sont partis parce qu'à un moment donné, c'était comme ouvert et il y avait de la facilité. Ils se sont tous engouffrés. Voilà, ils sont partis. Et le seul qui reste, ce sont ceux-là à qui on avait donné des Jakarta, par-ci, des trucs, dans le système de Réugoné. Vous dites un grand programme national Réugoné et vous donnez des Jakarta. Ça, c'est des métiers. Ça, c'est du job.